Bonjour et bienvenue à Gastro 101. Je m'appelle Dr Adriana Lazarescu et je suis gastroentérologue à l'Université de l'Alberta à Edmonton au Canada. Dans cette série de podcasts, nous discuterons de pathologies digestives rencontrées fréquemment en clinique. Avec moi aujourd'hui dans les studios de Gastro 101 est ma co-hôte, Dr Alicia Demers-Leblanc. Bonjour Alicia. Allô Adriana. La semaine dernière, nous avons parlé de l'évaluation clinique des symptômes de reflux réfractaire. Afin de continuer dans cette lignée, que dirais-tu que l'on discute de la prise en charge du RGO réfractaire et des troubles fonctionnels de l'œsophage? Excellente idée! Avant de débuter, je conseillerais à nos auditeurs d'aller écouter l'épisode 10 de la semaine dernière afin de mieux comprendre comment devraient être investigués les symptômes de reflux réfractaire. Comme dit précédemment, en plus du RGO réfractaire, plusieurs pathologies peuvent se présenter avec des symptômes de reflux qui ne répondent pas aux IPP. Les causes possibles sont multiples et incluent les troubles fonctionnels de l'œsophage, comme l'hypersensibilité au reflux ou le pyrosis fonctionnel, ou encore l'achalasie, le syndrome de rumination, l'œsophagite eosinophile, l'œsophagite infectieuse ou plus rarement un cancer. Donc, une fois que ces autres pathologies ont été éliminées et que nous confirmons que le patient présente vraiment du RGO réfractaire aux IPP, quelle option thérapeutique pouvons-nous lui offrir? Eh bien, la première étape est de bien questionner le patient afin de s'assurer qu'il est adhérent au traitement et qu'il prend son IPP de façon optimale, c'est-à-dire 30 minutes avant le petit déjeuner et avant le souper. Il devrait aussi avoir tenté au moins 8 à 12 semaines d'IPP double dose. Le soulagement des symptômes de reflux a lieu à un rythme d'environ 12% par semaine. Il est donc important de se laisser du temps. Une fois que ceci est fait, l'étape suivante consiste à optimiser les habitudes de vie. Celle-ci inclut éviter de fumer, éviter de boire de l'alcool ou du café de façon excessive, éviter de manger avant d'aller au lit, perdre du poids en cas d'obésité et élever la tête de lit pour les symptômes nocturnes. Est-ce qu'il y a des données qui prouvent que les changements des habitudes de vie fonctionnent? Même si je suggère toujours à mes patients ces changements d'habitude de vie, je dois admettre qu'il y a peu d'évidence scientifique solide pour supporter ces recommandations. Les seules mesures démontrées efficaces dans la littérature sont la perte de poids et l'élévation de la tête de lit pour les symptômes nocturnes. D'accord. Et si ces mesures, en plus d'une dose d'IPP prise correctement pendant 8 à 12 semaines, ne sont pas suffisantes? Dépendamment de la sévérité des symptômes ou des signes endoscopiques, il peut être considéré d'ajouter une thérapie supplémentaire en plus des IPP. Une dose d'anti-H2 le soir, pour les symptômes nocturnes, en est un exemple, ou encore l'ajout d'une thérapie topique comme le sucralfate. Par contre, sachez qu'encore une fois, il y a peu d'évidence pour supporter cette pratique. J'ai aussi entendu parler que le baclofène pouvait être utilisé pour traiter le reflux. Peux-tu nous en parler davantage? Le baclofène est un agoniste GABA et agit en diminuant les relaxations transitoires du sphincter œsophagien inférieur, aussi appelé en anglais TLESR. Ces relaxations transitoires du sphincter œsophagien inférieur font partie du mécanisme physiologique de l'éructation, mais sont aussi un mécanisme important du RGO. En effet, en RGO pathologique, une grande proportion du reflux a lieu durant ces relaxations transitoires du sphincter œsophagien inférieur. Les données d'une méta-analyse de 2014 ont démontré que le baclofène réduisait significativement le nombre de relaxations transitoires du sphincter œsophagien inférieur, le temps d'exposition à l'acide, ainsi que les symptômes de reflux. Malheureusement, son utilisation est grandement limitée par ses effets secondaires, qui incluent la somnolence, les étourdissements, les céphalées, les nausées et les vomissements. Très bien. En plus des médicaments, y a-t-il d'autres options thérapeutiques possibles? Oui, il y a aussi des options invasives pour la prise en charge du RGO.
Celle-ci inclut la chirurgie anti-reflux, la dérivation gastrique de Roux-en-Y pour les patients atteints d'obésité sévère, ainsi que d'autres options pratiquées moins couramment, comme l'augmentation magnétique de la pression du sphincter œsophagien inférieur ou la fonduplicature transorale sans incision. La chirurgie anti-reflux est la procédure la plus fréquemment pratiquée et consiste en une fonduplicature, classiquement la fonduplicature de Nissen. Fonduplicature signifie que le fondus de l'estomac est enroulé autour de l'œsophage inférieur dans le but d'augmenter la pression au niveau de la jonction gastro-œsophagienne. En cas d'hernie hiatale, le sphincter œsophagien inférieur est aussi réaligné avec le diaphragme. Cette chirurgie peut être effectuée par laparotomie ou par laparoscopie. De nos jours, la plupart des cas standards sont faits par laparoscopie. Et qui est éligible à cette chirurgie exactement? Il y a des indications spécifiques à cette chirurgie. Celle-ci inclut la présence de RGO prouvé chez un patient qui ne peut ou ne désire pas prendre des IPP sur le long terme. Une autre indication fréquente est la présence de RGO réfractaires, c'est-à-dire des signes endoscopiques persistants malgré les IPP, ou encore une pH-métrie sous IPP positive pour du RGO. La dernière indication est la présence de régurgitation de volume en présence d'une exposition à l'acide normal. Qu'en est-il des autres thérapies invasives que tu as énumérées plus tôt? En cas d'obésité sévère, la procédure chirurgicale de choix est la dérivation gastrique de Roux-en-Y. En effet, chez cette population, le taux de succès de la fonduplicature de Nissen est moindre étant donné le plus grand gradient de pression entre l'estomac et l'œsophage. Ces patients bénéficient d'autant plus de la dérivation gastrique de Roux-en-Y par son impact significatif sur la perte de poids. En ce qui a trait à l'augmentation magnétique de la pression du sphincter œsophagien inférieur, cette procédure est elle aussi faite chirurgicalement et nécessite l'implantation d'un dispositif appelé LINX pour augmenter la pression du sphincter œsophagien inférieur. Le dispositif LINX est un petit implant composé de billes de titane interconnectées avec des noyaux magnétiques. L'attraction magnétique entre les billes augmente la pression de la jonction gastro-œsophagienne dans le but de diminuer la quantité de reflux de contenu gastrique dans l'œsophage. Enfin, la dernière option que j'ai énumérée précédemment est la fonduplicature transorale sans incision. Cette procédure est effectuée endoscopiquement et consiste à faire une fonduplicature sans incision chirurgicale. Cette technique est relativement nouvelle et les données sur ses bénéfices et complications à moyen et long terme sont encore peu nombreuses. Ainsi, cette procédure n'est pas pratiquée de routine et n'est offerte que pour des patients très sélectionnés. Ceci fait un bon tour des différentes options thérapeutiques disponibles pour les patients atteints de RGO réfractaires. Peux-tu maintenant nous parler davantage des traitements pour les troubles fonctionnels de l'œsophage? Bien sûr. La première étape, et non la moindre, consiste à rassurer votre patient quant à l'absence de diagnostic obscur. Les tests invasifs répétitifs doivent également être évités. Il est aussi primordial d'expliquer sommairement la physiopathologie des troubles fonctionnels afin que le patient ait une bonne compréhension de ses symptômes. Et si le patient n'a pas d'évidence de RGO, devrions-nous nécessairement cesser les IPP? La décision de continuer les IPP est basée sur la réponse du patient et devrait être individualisée. Si un patient ne voit aucune amélioration de ses symptômes avec l'IPP, celui-ci devrait être cessé. Au contraire, s'il y a amélioration partielle des symptômes, le patient devrait être maintenu sur la plus petite dose efficace. À noter que la réponse aux IPP pourrait être meilleure avec l'hypersensibilité au reflux comparativement aux pyrosis fonctionnelles. Une fois que cela est fait, l'hypersensibilité œsophagienne est traitée principalement à l'aide de modulateurs de la douleur, la plupart étant dans la catégorie des antidépresseurs. Les plus couramment utilisés dans les troubles fonctionnels de l'œsophage sont les antidépresseurs tricycliques,
les inhibiteurs sélectifs des récepteurs de la sérotonine, ou ISRS, et les inhibiteurs de recapture de la sérotonine et de la noradrénaline, IRSN. Ces médicaments semblent diminuer l'hypersensibilité œsophagienne par leur effet modulateur sur l'hyperalgésie centrale et, dans une certaine mesure, sur l'hyperalgésie périphérique, bien que d'autres mécanismes d'action aient également été décrits. Y a-t-il un bénéfice à la psychothérapie pour le traitement des troubles fonctionnels de l'œsophage? Les thérapies non pharmacologiques sont une alternative importante et sont souvent complémentaires aux neuromodulateurs. Les interventions psychologiques utilisant la thérapie cognitivo-comportementale, les capacités d'adaptation et l'hypnose ont été démontrées efficaces et durables chez les patients avec et sans comorbidité psychologique. Eh bien, merci Alicia pour toutes ces précisions. J'espère que cela a aidé nos auditeurs à se familiariser avec la prise en charge du RGO réfractaire et des troubles fonctionnels de l'œsophage. Restez à l'écoute pour le prochain épisode qui portera sur l'évaluation clinique des nausées et vomissements réfractaires. À bientôt!